Imaginez un peu la scène. Enfin, c'est l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'humanité. Des astronautes reviennent tout juste de la Lune. La fameuse mission historique, ouais. Exactement. Ils ont marché sur un autre monde, ils ont fait l'impossible, mais à la seconde où ils posent le pied sur le porte-avions qui les repêche dans l'océan, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enferment direct. Ouais, ils s'enferment immédiatement dans des boîtes stériles. Ils portent des masques chirurgicaux, ils marchent les bras levés sans toucher personne, et ils saluent la foule à travers les vitres super épaisses d'une caravane de quarantaine. C'est une image assez surréaliste quand on y repense. Carrément. Et l'idée derrière tout ça, bien sûr, c'est la terreur absolue d'une contagion extraterrestre. On a peur qu'il ramène un microbe lunaire, tu vois, une espèce de poussière hostile qui pourrait anéantir la Terre. Tout à fait. Et si cette image est tellement forte, c'est parce qu'elle résume à la perfection une de nos obsessions les plus profondes. L'idée que la nature, tout ce qui n'est pas nous au fond, est fondamentalement hostile. Et surtout, qu'elle est séparée de nous. C'est clair. Et c'est une scène qui en dit super long sur notre psychologie, en fait. Parce qu'on grandit tous un peu avec cette image d'un être humain moderne qui se serait totalement détaché du monde naturel. Ouais, le mythe de l'humain au-dessus de tout. Voilà. On s'imagine au sommet de nos tours de verre et d'acier, en train d'observer de loin une nature sauvage, presque comme si on regardait un documentaire à la télé, quoi. C'est ça, on se sent intouchable. Sauf que dans ce scénario, on a tendance à voir la Terre comme une petite bulle fragile, une chose délicate prête à éclater au moindre contact. Mais quand on se penche sur les textes qu'on va aborder aujourd'hui, on lit ça, on réalise que cette vision est une erreur d'interprétation, mais monumentale. La vie sur Terre n'a absolument rien de fragile. Ah non. Non, c'est en fait la membrane la plus résistante, la plus coriace de tout l'univers connu. Et le grand paradoxe de toute cette histoire, c'est que la partie vulnérable de l'équation, c'est pas la Terre, c'est nous. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Notre objectif avec cette plongée dans l'œuvre de Louis Thomas, c'est vraiment de déconstruire cette illusion très tenace de notre indépendance. On va remettre les choses à leur place. Voilà, on va essayer de comprendre à quel point chaque forme de vie, y compris la nôtre bien sûr, est profondément imbriquée dans un seul et même système global. C'est un super programme. Mais du coup, pour commencer à déconstruire cette idée de séparation, le plus logique, je me dis, c'est de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que s'il y a bien une chose dont on se sent propriétaire à 100%, c'est notre propre corps, non? Ah, ça, c'est ce qu'on aime croire. Bah oui, on se perçoit comme des individus unifiés, des jeux bien définis. Mais quand on descend à l'échelle de nos cellules, est-ce que cette idée d'individu autonome, elle tient toujours la route? Eh ben, pas du tout. En fait, l'idée même que nous soyons des entités purement indépendantes, ça s'effondre totalement dès qu'on met un œil dans le microscope. Sérieux? Même à l'intérieur de nous? Ouais, même là. Si on regarde à l'intérieur de nos propres cellules, on trouve de toutes petites structures qu'on appelle les mitochondries. Ok, ça me dit quelque chose, les cours de bio du lycée. C'est ça. Ce sont, pour faire simple, les centrales énergétiques de notre corps. Sans elles, il est littéralement impossible de bouger un muscle, de respirer, ou même de formuler la pensée nécessaire pour écouter notre discussion en ce moment. Donc elles sont vitales. Vital, oui. Mais le détail troublant, et c'est là que ça devient fou, c'est que ces mitochondries ne sont pas vraiment des parties de nous-mêmes au sens strict. Attends, comment ça? Pas des parties de nous-mêmes. Elles sont dans nos cellules. Eh bien, ce sont des entités biologiques distinctes. Elles descendent en fait d'anciennes bactéries primitives. Il y a des milliards d'années, ces bactéries ont littéralement nagé à l'intérieur des ancêtres de nos cellules. Et elles y sont restées? Et elles ont tout simplement décidé de ne jamais en repartir. Non mais, laisse-moi bien comprendre le truc. Tu veux dire que ces minuscules moteurs, qui me permettent de vivre et de te parler là, en ce moment précis, ils partagent même pas mon propre code génétique? Exactement. Elles ont conservé leur indépendance totale. Elles possèdent leur propre ADN, leur propre ARN. C'est dingue! Et tout ça est complètement différent de l'ADN humain, qui est contenu dans le noyau de nos cellules. Elles se répliquent de leur côté, à leur propre rythme, de manière totalement privée et autonome, juste là, à l'intérieur de notre corps. J'ai toujours imaginé mon corps comme une maison que j'aurais construite et dont je serais le seul et unique propriétaire. Mais avec ce que tu me dis, c'est un peu comme si je réalisais soudainement que je vis dans une immense villa de luxe. C'est une bonne image, ouais. Et là, je découvre que chaque pièce est sous-louée à des millions de locataires indépendants. Et en plus, ils ont leurs propres clés, ils vivent leur vie tranquille. Et cerise sur le gâteau, c'est eux qui gèrent secrètement toute l'électricité et la plomberie dans mon dos. C'est exactement ça. C'est complètement fou de se dire que nos cellules, c'est pas de simples briques inertes. Ce sont de véritables écosystèmes. La comparaison avec la villa, elle est vraiment très juste. Et ce qui est fascinant quand on creuse un peu, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi.
Pourquoi ces anciennes bactéries ont fait ce choix de rester à l'intérieur? Par paresse. Pas vraiment. D'un point de vue purement évolutif, c'est sans doute la stratégie de survie la plus brillante jamais inventée. Ah ouais? Essaye de survivre toute seule à l'extérieur, dans la nature sauvage. Pour s'adapter à tout son environnement, elle devrait développer des brins d'ADN de plus en plus longs, de plus en plus complexes. Avec tous les risques que ça implique, j'imagine. Exactement, tous les risques de mutation fatale. C'est super dangereux. Au lieu de ça, ces mitochondries, elles ont opté pour la sécurité absolue. Elles se sont planquées. Voilà. Elles sont restées petites, conservatrices et elles se sont installées bien au chaud à l'intérieur d'organismes plus grands. En gros, elles ont trouvé le moyen ultime de survivre en minimisant les risques à zéro. Le loyer est gratuit et la sécurité est garantie. C'est le plan parfait. Et attention, cette logique ne s'applique pas qu'à nous les humains. Prenez les plantes par exemple. Leur chloroplastes, tu sais, ce qui gère la photosynthèse et capture la lumière du soleil, Ouais. ce sont eux aussi d'anciens locataires microbiens. Donc en fait, l'illusion de l'identité pure humaine, végétale ou autre, c'est un mythe total. On est tous des communautés partagées. Complètement. On est des assemblages. Alors, je veux bien croire à cette magnifique colocation cellulaire super pacifique, c'est très beau, mais il y a quand même un truc qui me chiffonne là-dedans. Je t'écoute. J'ai eu une grippe carabinée l'hiver dernier. Et je peux t'assurer d'un truc, c'est que je me sentais pas du tout en symbiose avec le monde microbien à ce moment-là. Tu m'étonnes. J'avais plutôt l'impression que mon corps, c'était un champ de bataille. Si les microbes sont si pacifiques et si coopératifs que ça, pourquoi on tombe malade? Je veux dire, d'où vient cette peur viscérale des germes, des infections, cette obsession moderne pour les gels hydroalcooliques, si, au fond, on est censé être en parfaite harmonie avec eux? C'est une réaction hyper humaine. C'est normal. Notre histoire, elle est marquée par des pandémies traumatisantes. La peste, le choléra. Donc notre peur, elle est légitime. Eh ben oui, ils essaient de nous tuer. Eh bien justement, non. D'un point de vue purement biologique, Louis Thomas souligne un fait que l'on oublie très souvent, la pathogénicité. C'est-à-dire le fait de causer une maladie. Exactement. Le fait, pour un microbe, de causer activement une maladie, c'est en fait une rareté absolue dans la nature. C'est une anomalie. Une anomalie? Mais il y a des virus partout. Oui, mais la très très vaste majorité des bactéries sur Terre, soit elles s'ignorent mutuellement, soit elles travaillent ensemble. Elles s'entraident. T'as un exemple de ça Bien sûr, prends les bactéries fixatrices d'azote. Elles s'installent dans les racines des plantes pour les nourrir. C'est une coopération parfaite. Ou encore mieux, un organisme microscopique qui est complètement étonnant. Il s'appelle Mixotrochia paradoxa. Mixotrochia paradoxa. Waouh, c'est quoi exactement ce truc C'est un protozoaire, donc un organisme unicellulaire. Il vit tranquillement dans l'intestin des termites et en fait, il les aide à digérer le bois qu'ils mangent. Ok, le locateur classique. Voilà. Et au début, quand on le regardait avec un microscope standard, on voyait qu'il était couvert de petits cils, des petits poils qui battent en rythme pour lui permettre de se déplacer dans le système digestif. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que, quand les scientifiques l'ont observé plus tard, avec des microscopes électroniques beaucoup plus puissants, ils ont fait une découverte totalement stupéfiante. C'était pas des cils. Non. Ces fameux cils n'appartenaient pas du tout aux protozoaires. C'était en réalité des milliers de bactéries entières. Des bactéries de la famille des spirochètes, pour être précise. Attends, des bactéries entières qui s'accrochent à lui? Ouais. Elles s'étaient attachées à sa surface extérieure pour faire office de moteur de propulsion. C'est génial. Donc c'est comme s'il avait engagé des rameurs pour faire avancer son bateau. C'est exactement ça. C'est un assemblage parfait de plusieurs espèces distinctes qui ont fusionné pour fonctionner comme un seul animal. Et pour l'auteur, c'est ça la véritable norme de la nature. Une coopération étroite, pacifique et hyper complexe. D'accord, donc l'harmonie est la norme, je l'admets. Mais du coup, ça n'explique toujours pas pourquoi certains microbes finissent par nous tuer. Qu'est-ce qui se passe quand le système déraille complètement, en fait? C'est là qu'on entre dans le concept que Thomas appelle le malentendu biologique. Un malentendu. Genre, oups, j'ai tué mon hôte? Presque. Beaucoup de maladies ne sont pas des attaques délibérées. C'est pas une armée qui vient pour conquérir. L'exemple du bacille de la diphtérie est fascinant à cet égard. La diphtérie, c'est grave ça pourtant. Très grave. Mais normalement, à l'état naturel, cette bactérie n'a absolument aucune raison de nous faire du mal. Elle est inoffensive. Et donc, qu'est-ce qui la rend mortelle? Eh bien, elle ne produit sa toxine mortelle que lorsqu'elle est elle-même infectée par un virus. Attends, t'es en train de me dire que le microbe qui nous rend malade est en fait lui-même malade?
Exactement. C'est ce qu'on appelle un bactériophage. Le virus pénètre la bactérie de la diphtérie, il s'intègre carrément à son code génétique et il la force à fabriquer cette fameuse toxine spécifique. C'est fou. La bactérie, elle ne mène pas une guerre contre l'humain. Elle est juste piratée, quoi. C'est la victime d'une infection virale qui modifie complètement son comportement. C'est incroyable, cette perspective. C'est un peu comme si on accusait quelqu'un de nous avoir agressés dans la rue pour réaliser après coup qu'il était en fait en train de convulser parce qu'il venait d'être électrocuté. C'est une super métaphore. Ce n'est pas de la malveillance du coup. C'est un pur accident de la route au niveau cellulaire. C'est exactement ça. Mais alors, si les bactéries ne sont pas toujours nos ennemis acharnés, pourquoi nos symptômes sont-ils si violents? Je veux dire, la fièvre, l'inflammation, tout ce qui nous cloue au lit, ça vient d'où si c'est pas la bactérie qui attaque? Eh bien, très souvent, ça vient de nous, de notre propre système immunitaire. C'est nous-mêmes qui nous rendons malades? Ouais. Louis Thomas explique que la maladie, c'est souvent le résultat d'une réaction de défense complètement disproportionnée de notre corps, face à un intrus qui, à la base, est inoffensif. T'as un exemple pour illustrer ce phénomène? Oui, il utilise l'exemple de la limule. Tu sais, le fameux crabe fer à cheval, ce truc préhistorique avec une carapace dure et une longue queue? Oui, je vois très bien. Eh bien, la limule a un système immunitaire très primitif. Si on lui injecte une infime trace d'endotoxine, Juste pour clarifier pour ceux qui écoutent, une endotoxine, c'est une sorte de poison que la bactérie libère exprès pour attaquer. Non, justement, pas du tout. C'est ça le truc. C'est simplement une molécule structurelle, un composant tout à fait naturel de la membrane de certaines bactéries. d'accord, donc c'est inerte. Oui, c'est pas une arme. C'est plutôt comme un bout de peau de la bactérie qui flotte dans les parages, tu vois. Mais quand le système de la limule détecte cette fameuse molécule, il panique, mais alors totalement. Il réagit comment? En réaction, tout son sang se met à coaguler de manière explosive. Le sang se transforme instantanément en une masse gélatineuse solide. Waouh! Du coup, la limule paralyse sa propre circulation sanguine et elle s'autodétruit. Tout ça dans un mouvement de terreur biologique complètement aveugle face à un simple petit débris chimique. C'est un suicide par excès de défense. C'est le mot. Et j'imagine que c'est exactement ce que fait notre propre corps dans certains cas de maladies graves. Tout à fait. Lors de certaines infections, nos globules blancs s'agglutinent, nos vaisseaux sanguins se contractent brutalement, nos tissus se nécrosent. C'est violent. Très violent. Mais ce n'est pas la bactérie qui détruit nos organes, c'est nous-mêmes. C'est comme si le système de sécurité interne de notre corps détectait quelqu'un avec un accent étranger dans le hall d'entrée de notre immeuble. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort le lance-roquette? C'est ça, il panique et il décide de faire exploser tout l'immeuble pour être bien sûr de régler le problème. Les microbes sont très rarement des prédateurs avec un plan de bataille machiavélique. Ce sont souvent de simples passants qui déclenchent accidentellement nos alarmes de sécurité les plus paranoïaques. C'est vraiment vertigineux de penser à nos maladies comme à de simples problèmes de communication cellulaire, quoi. Ça change tout de voir ça sous cet angle. Du coup, ça m'amène à une autre question. Si à l'échelle microscopique, tout fonctionne par coopération aveugle ou à l'inverse par des accidents de signalisation, est-ce que cette règle s'applique à plus grande échelle? Comment ça, à plus grande échelle? Je veux dire, quand on regarde des organismes plus grands, des animaux entiers, est-ce qu'ils arrivent à coopérer aussi efficacement que des toutes petites cellules? Ah, la réponse est un oui catégorique. Et le meilleur exemple de ça, on le trouve chez les insectes sociaux. Les fourmis, les abeilles. Voilà, quand on observe comment s'assemblent des milliers d'animaux distincts, on retrouve exactement cette même intelligence décentralisée. Prenons une fourmi isolée. Si on en pose une toute seule sur une table, elle semble complètement perdue. Elles tournent en rond, hein. Le texte de Thomas la décrit presque comme un simple ganglion sur pattes. Elle est incapable d'avoir une pensée propre ou un plan d'action. Elle est un peu stupide toute seule, en gros. C'est ça. Mais mettez plusieurs milliers de ces mêmes fourmis ensemble, autour d'une fourmilière. Et soudainement, la masse entière se transforme en un véritable ordinateur vivant. Et là, l'ensemble acquiert une intelligence que les individus n'ont absolument pas. Exactement. L'intelligence émerge du groupe. Ouais, l'exemple de la construction des nids dans les textes est vraiment bluffant. Si j'ai bien compris, quand les fourmis ont besoin d'une brindille d'une certaine taille pour consolider un mur du nid, toutes les ouvrières se mettent soudainement à chercher exactement cette taille-là. C'est fascinant. Et quand le besoin de la colonie change, paf, elles modifient tout leur comportement en même temps, sans qu'aucun chef de chantier ne leur donne d'ordre direct. On dirait de la télépathie, quoi. Comment elles font pour se coordonner sans aucun superviseur? Eh bien, les biologistes utilisent un terme très spécifique pour décrire ce mécanisme. C'est la stigmergie. La stigmergie. Ouais.
C'est l'idée que ce n'est pas un plan central ou un architecte qui dirige le travail. C'est l'environnement lui-même, en cours de modification, qui dicte la prochaine action à effectuer. C'est un peu abstrait. Tu peux me donner un exemple concret? Bien sûr. Prenons les carnets qui construisent une grande arche de terre. Au tout début, un termite dépose une petite boulette de terre un peu au hasard. Ok. Un autre termite passe par là, il voit la boulette, et ce simple fait le stimule pour en déposer une autre juste par-dessus. Donc, il n'y a aucun plan au départ. Aucun plan. Mais dès que la petite colonne de boulettes atteint une certaine hauteur et un certain poids, cela déclenche un tout nouveau stimulus chimique et physique. Et là, instinctivement, les termites commencent à courber la construction vers l'intérieur. Pour aller rejoindre la colonne d'à côté et former une arche parfaite. C'est ça. L'action précédente déclenche mécaniquement l'action suivante. C'est génial. En fait, c'est un peu comme un mosh pit dans un concert de rock ou de métal au fond. Un mosh pit? Ah oui, je vois l'idée. Bah oui. Personne au micro ne donne d'instructions précises sur la façon de courir, de tourner ou de se bousculer. Mais une fois que quelques personnes commencent à sauter, à se rentrer dedans, la physique et l'énergie du groupe prennent le relais. C'est une excellente comparaison. Chaque personne réagit instinctivement au mouvement de son voisin. Et soudain, sans aucun chef d'orchestre, le public entier bouge en cercle comme un fluide géant. C'est de l'intelligence collective pure. Et c'est exactement le même principe. D'ailleurs, ça me rappelle ce passage que je trouve très drôle dans les essais de Louis Thomas. Il parle de l'autonomie de notre propre corps et il fait un lien avec ça. Ah oui, le passage sur le biofeedback. Oui. Il explique que même si les technologies médicales demain lui permettaient de prendre le contrôle conscient de ses organes, comme son foie par exemple, il refuserait catégoriquement. Moi aussi, je refuserais. Il dit que l'idée d'être responsable des opérations chimiques de son propre foie le terrifie, non? C'est ça. Imagine devoir te dire consciemment à chaque seconde « Attention, on vient de manger un repas hyper gras, alors sécrétez un peu plus de bile. Non, attendez, libérez du glucose maintenant, filtrez cette toxine, et allez, déployez les globules blancs dans la veine porte. » Mais ce serait l'épuisement nerveux en 5 minutes chronos. Exactement. On est quand même bien content de laisser nos cellules faire leur travail en mode stigmelgique, en pilote automatique. Mais du coup, tout ça, ça m'amène à une question beaucoup plus proche de nous, les humains. Je t'écoute. Si les insectes, ils ont la construction de nids pour les lier ensemble et former un super organisme fascinant, c'est quoi le ciment des humains? C'est quoi l'activité collective, instinctive, qui nous relie tous ensemble, sans même qu'on s'en aperçoive vraiment? Eh bien, pour Louis Thomas, la réponse est limpide. C'est le langage. Le langage. Oui, le langage n'est pas seulement un outil de communication banal. C'est véritablement l'équivalent humain de la termitière. Ah oui? C'est pas juste une invention pratique, quoi. Pas du tout. Ce n'est pas une technique que quelques ancêtres brillants auraient mise au point de manière super réfléchie un beau matin autour d'un feu de camp. Le langage, il pousse, il se propage, il évolue et il se métamorphose exactement comme s'il était lui-même un organisme biologique à part entière. Mais attends, le langage, c'est purement culturel, non? On l'apprend à l'école, avec nos parents. Comment on peut dire que c'est un truc biologique? C'est là que les grandes découvertes en linguistique entrent en jeu, notamment celle de Noam Chomsky. Chomsky suggérait que les êtres humains sont littéralement nés avec une prédisposition génétique pour la grammaire et la syntaxe. C'est câblé dans le cerveau dès la naissance. C'est l'idée. Tout comme les oiseaux naissent avec l'instinct naturel de construire des nids, avec des petites brindilles, les enfants humains, eux, naissent avec une architecture mentale déjà prête à construire des phrases. C'est inné. D'accord, je vois le parallèle. Mais là où la comparaison biologique devient encore plus pertinente, c'est quand on observe comment les mots eux-mêmes évoluent dans le temps. C'est presque comparable à la génétique, en fait. Tu veux dire que les mots, ils mutent exactement comme des brins d'ADN? Précisément. Regardons un peu l'évolution des anciennes racines indo-européennes, qui sont vieilles de plusieurs milliers d'années. Ok. Prenez la racine gen, G-E-N-E. À l'origine, ça signifiait la naissance ou le fait de donner la vie. Et prenez une autre racine, bieu, B-H-E-U. Ça évoquait la croissance ou l'existence. Des concepts super basiques. Voilà. Et pendant des millénaires, ces sons ont voyagé à travers les continents, de tribu en tribu. Ils ont subi de minuscules mutations phonétiques à chaque génération. C'est vraiment le jeu du téléphone arabe, mais à l'échelle des millénaires. Et ça a donné quoi à la fin? Eh bien, au fil du temps, gen a muté pour nous donner le mot nature, mais aussi des mots comme génie, généreux ou encore génération. Ah ouais, la racine est restée. Truire. Mais en passant par le grec ancien physis, il nous a aussi donné le mot physique. Waouh, c'est une connexion incroyable. Donc si je résume,
Les mots que l'on utilise aujourd'hui pour parler de la nature, de la physique matérielle, de l'univers, de la croissance et des générations, ils proviennent tous des mêmes racines ancestrales qui étaient liées à la naissance et à l'existence. C'est ça. Le langage garde la trace de tout ça. C'est presque comme si nos lointains ancêtres avaient eu cette intuition brillante, avant même l'invention de la science moderne, que tout est fondamentalement lié. Le langage est notre mémoire collective. Il est notre tissu conjonctif. Mais alors, si le langage et la culture, c'est notre termitière à nous, que se passe-t-il si on arrache un humain de ce grand réseau? Si, pour une raison ou une autre, on détruit son nid culturel et son langage? Les textes abordent cette question, et c'est à travers une histoire vraie, particulièrement sombre. C'est l'histoire des X. Les X, IKS, Oui. C'était une tribu de chasseurs-cueilleurs nomades en Ouganda. Dans les années 60, le gouvernement de l'époque a décidé de transformer leur terre de chasse ancestrale en un grand parc national. ah, la mauvaise idée. Et du jour au lendemain, on les a expulsés. On les a forcés à devenir des agriculteurs sédentaires sur des terres hyper arides où rien ne poussait. Le cauchemar. Le résultat a été catastrophique. Privés de leur culture, de leurs rituels, de leur structure sociale traditionnelle, les X se sont psychologiquement effondrés. Ils ont réagi comment? Ils sont devenus d'un égoïsme terrifiant. Les récits disent qu'ils étaient devenus froids, cruels. Ils étaient capables d'arracher la nourriture de la bouche de leurs propres enfants ou des anciens de la tribu. C'est glaçant. Et pire, ils riaient ouvertement du malheur et de la souffrance de leurs voisins. C'est l'horreur absolue. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, l'anthropologue qui les a observés à l'époque en a tiré une conclusion très cynique, non? Oui, il a écrit un livre très pessimiste. Il a dit en gros que, privé du vernis de la civilisation, c'était ça la véritable nature de l'homme. Un monstre solitaire, cruel et fondamentalement égoïste. C'est ce qu'il a écrit, en effet, et ça a beaucoup marqué les esprits. Mais Louis Thomas s'oppose farouchement à cette conclusion. Il n'est pas d'accord. Pas du tout. Pour lui, le comportement terrifiant des X ne représente absolument pas notre véritable nature à l'état brut. C'est même tout le contraire. Comment ça, le contraire? Ce qu'on observe chez les X à ce moment-là, ce n'est pas un retour à un état naturel. C'est l'effondrement psychologique total d'une espèce qui est profondément sociale, à qui l'on a brutalement enlevé son moyen d'être social. Donc, ils étaient juste brisés. Voilà. Face à la disparition de leur communauté, chaque X a dû s'adapter avec une défense extrême. En fait, chaque individu est devenu une société à lui tout seul. Thomas dit que chaque personne s'est mise à agir comme un comité d'un seul homme. D'accord, je comprends mieux. Et ce qui est vraiment troublant dans l'analyse de Thomas, c'est qu'il fait me marquer que ce comportement froid, super calculateur et sans amour des X, eh bien ça ressemble beaucoup moins à un être humain normal qu'au comportement habituel des États et des nations modernes entre eux. Ah oui, c'est une comparaison hyper puissante. Et c'est tellement vrai quand on y pense. N'est-ce pas? On a vraiment l'impression que les grandes nations se comportent très souvent exactement comme des X sur la scène internationale. Elles s'isolent derrière leurs grandes frontières, elles se hurlent des menaces ou des insultes par communiqué interposé. Elle s'accapare les ressources aussi. Oui, sans aucun scrupule moral. Et fondamentalement, une nation ne ressent aucune affection pour une autre. C'est de la pure géopolitique froide. C'est comme si on avait été obligé de pirater notre propre psychologie sociale juste pour créer ces entités gigantesques et sans cœur que sont les États. C'est une très bonne façon de le formuler. Et ça prouve bien la thèse de départ. Le véritable être humain, celui qui s'exprime par le langage, par l'art, par les échanges au quotidien, il a un besoin absolument vital de ce tissu conjonctif naturel. Sans ce lien social, on dégénère. On se transforme en forteresse individuelle malade. Exactement. L'humain n'est pas un monstre solitaire à la base. Il est une créature profondément collective, qui s'étiole et qui meurt dès qu'on détruit son réseau de sens. C'est une belle leçon. Et d'ailleurs, si l'on prend un peu de recul sur tout ce que nous venons de discuter aujourd'hui, on a commencé par regarder l'intérieur microscopique de nos propres cellules. Avec nos amis les mitochondries, Voilà, pour réaliser que nous sommes en fait des communautés de locataires. Ensuite, on a vu que même ce que nous appelons couramment la maladie, c'est souvent une forme de coopération mal comprise ou une hyper-réactivité de notre propre part. le fameux crabe-fer à cheval qui panique. C'est ça. Puis on a constaté que l'intelligence collective des fourmis se retrouve chez nous à travers notre immense super-organisme qui est tissé par le langage. Tout est lié, du plus petit au plus grand. Et du coup, toute cette accumulation de preuves nous pousse irrésistiblement vers la vue la plus macroscopique possible. Le zoom arrière ultime, quoi. La planète entière.
Et c'est vrai que, quand on regarde la Terre depuis l'espace, toute seule et perdue dans le noir absolu, elle ne ressemble pas du tout à un assemblage inerte de roches, de gaz et d'eau. Pas du tout. Quand on la regarde avec les lunettes de la biologie, comme le fait Louis Thomas, elle ressemble étrangement et très spécifiquement à une cellule unique. Une cellule gigantesque, mais bien vivante. Et comme on l'a vu, toute cellule vivante a besoin de protéger son intégrité. Elle a besoin d'une membrane protectrice. Et pour la Terre, j'imagine que cette membrane, c'est notre atmosphère. Exactement. Ce magnifique ciel bleu que l'on tient pour acquis tous les matins en se levant, c'est l'équivalent exact de la paroi de nos propres cellules. C'est dingue de voir le ciel comme ça. Et le plus fou, c'est qu'elle n'était pas là au tout début de la planète, cette atmosphère. Elle a été patiemment construite par le travail collectif et acharné des toutes premières cellules photosynthétiques. Les fameux ancêtres de nos plantes. Ouais, elles ont recraché de l'oxygène sans relâche pendant des centaines de millions d'années pour la créer. Aujourd'hui, cette immense membrane céleste, elle respire et elle filtre de manière quasi chirurgicale. C'est notre bouclier. Elle bloque les rayons ultraviolets mortels du soleil qui détruiraient notre ADN. Mais en même temps, elle laisse passer avec une précision inouïe la bonne fréquence de lumière visible dont les plantes ont besoin pour survivre. C'est une véritable prouesse d'ingénierie biologique, à l'échelle planétaire, destinée uniquement à maintenir la Terre en vie. C'est clair qu'il est difficile de regarder le monde de la même façon après avoir digéré tout ça. Quiconque écoute notre exploration aujourd'hui ne pourra probablement plus jamais croiser une simple fourmi sur le trottoir sans se demander quelle pensée globale et mystérieuse la traverse. C'est sûr, hein. Il sera difficile d'attraper un banal rhume cet hiver sans repenser à ce pauvre crabe fer à cheval et à nos propres alarmes de sécurité interne qui sont complètement déréglées. Et surtout, ça sera difficile de se regarder dans le miroir le matin sans avoir conscience d'observer un gigantesque vaisseau de transport, habité par des milliards de locataires microbiens hyperactifs. Une vraie colocation. Nous ne sommes décidément pas les rois isolés de la Terre. Nous naviguons tous dans un immense super-organisme social invisible. On est reliés par la grammaire de nos phrases sur une planète qui, au final, respire comme une seule et même entité. Et c'est vraiment le grand message de cette œuvre. Toute l'histoire de l'évolution biologique, elle fonctionne par intégration. Des cellules simples et solitaires ont fini par fusionner pour former des êtres de plus en plus complexes. L'information, qui était d'abord bloquée et figée dans la génétique, s'est extériorisée. Elle s'est mise à circuler à travers le langage humain, créant des sociétés interconnectées. C'est un mouvement perpétuel vers plus de connexion. Et cette évolution globale, elle est toujours en cours. Elle se déroule sous nos yeux, tous les jours. Et ça nous amène à une dernière pensée provocatrice. Peut-être la plus vertigineuse de toutes, pour clore cette réflexion. Ah, je suis curieuse. Si la Terre entière se comporte réellement comme une seule et même cellule en plein développement, comment on doit interpréter notre époque hyper connectée? Je veux dire, prenons notre besoin compulsif, presque frénétique aujourd'hui, de tapisser le fond de nos océans de câbles en fibre optique. Ah, je vois où tu veux en venir. Le besoin de lancer des milliers de satellites, de créer des réseaux de télécommunications gigantesques qui échangent des milliards de données à la seconde, est-ce que cette toile technologique qu'on est en train de tisser, ce n'est pas tout simplement l'émergence biologique du véritable système nerveux de notre planète? Un système nerveux à l'échelle mondiale? Exactement. Un réseau synaptique global qui est encore en train de se former. Et du coup, repensons à ces astronautes dont nous parlions au tout début, qui étaient enfermés dans leur boîte de quarantaine après avoir marché sur la Lune. On les voyait comme le symbole d'une humanité craintive, détachée de la nature. Mais peut-être que ce n'est pas du tout ce qu'ils étaient. Tu penses qu'ils étaient quoi alors? Peut-être qu'ils étaient le tout premier prolongement sensitif de la Terre, le premier petit cil microscopique d'une cellule planétaire en train de s'éveiller. Un système nerveux terrestre qui tâte timidement le vide cosmique pour la toute première fois, espérant un jour peut-être entrer en communication avec d'autres cellules géantes cachées quelque part dans l'immensité de l'univers. Ça donne vraiment matière à réfléchir.